Il est 19h17, vous écoutez Rage 102.5, c'est l'heure de se plonger dans le mystère, dans l'énigmatique, dans le bizarre et dans l'étrange. Bref, vous l'aurez compris, c'est l'heure d'Exocet. Chers amis à mes côtés, Thomas, bonsoir Thomas. Bonsoir Patrick. Et aux machines, c'est Mika. Bonsoir Patrick, bonsoir Thomas. Et bonsoir Mika. Alors, au cas où vous découvririez, oui, parce que donc j'invente des conjugaisons, au cas où vous découvririez... découvririez. Bon, si vous écoutez cette émission pour la première fois, Voilà. Cette émission est consacrée donc, comme je vous le disais, au paranormal, aux histoires mystérieuses, etc., aux énigmes, à tout ce qui retourne le cerveau, finalement. Et donc on va démarrer avec une histoire que j'avais déjà mentionnée il y a quelques mois dans la saison précédente d'Exocet, mais donc j'ai décidé d'y revenir parce que déjà c'est une des histoires les plus incroyables que je connaisse, et puis parce que bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir écouté toutes les émissions, donc c'est l'occasion de vous rattraper. Cette histoire, c'est celle des visage de Belmez. Alors, avant tout, il faut savoir que le cas des visages de Belmez est considéré par certains comme le phénomène paranormal le mieux documenté et le plus important du XXe siècle. Rien que ça. Ça démarre le 23 août 1971 dans un petit village espagnol, donc le village de Belmez en Andalousie. Et ce jour-là, donc, Maria Gomez Pereira remarque une tache étrange qui s'est formée sur le sol de sa cuisine. Et quand elle s'y attarde un petit peu, elle s'aperçoit que c'est un visage humain. Alors le mari de Maria détruit le visage avec une pioche, recouvre le sol de ciment avec l'aide de son fils, et le 8 septembre, bizarrement donc, un autre visage apparaît au même endroit. Alors cette fois, le maire de Belmez est mis au courant et la portion de ciment est découpée pour être étudiée, pour savoir si c'est un canular, pour comprendre ce qui s'est passé. Alors les visages continuent à apparaître, et des fouilles sont carrément effectuées sous le sol de la cuisine, parce que là ça commence à prendre une ampleur vraiment surprenante. C'est plus un seul visage, mais des visages qui sont là sur le sol de cette cuisine. Et donc en faisant des fouilles, on découvre des ossements qui datent du XIIIe siècle. Donc en fait c'était un ancien cimetière qu'il y avait sous ce sol là. Et parmi les ossements qu'on découvre, il y a 2 corps sans tête. Alors les squelettes qu'on découvre sont inhumés dans un cimetière catholique, on les sort de là-dessous quand même, et ensuite on refait le sol de la cuisine à neuf, mais très vite. C'est vraiment incroyable, mais très vite les visages reviennent, plus nombreux, et parfois même dotés de troncs et même de mains. Alors on pensait que les esprits seraient apaisés en quelque sorte, en tout cas la famille pensait que les esprits seraient apaisés en étant inhumés dans un cimetière catholique, mais donc c'est pas le cas puisque le phénomène devient encore plus important. Alors les visages se multiplient, l'histoire commence à se répandre, elle sort très largement des frontières du village, et des journalistes viennent sur place, des équipes de télévision, et très vite la foule se presse dans la petite maison de la famille Pereira. Parfois c'est des milliers de personnes qui font la queue dans les rues pour assister au phénomène, et certains prétendent qu'ils ont vu des visages se former devant eux carrément. Donc là bon, on peut prendre avec des pincettes ce type de déclaration de gens qui sont venus pour assister au phénomène, mais on remarque cependant que les visages ne sont pas statiques. Certains disparaissent plus vite que d'autres, et ils changent même parfois d'expression, comme lorsqu'on essaie de les effacer par exemple avec du détergent. Les visages restent, mais leur expression change, les yeux paraissent tristes, donc c'est vraiment très très surprenant, incompréhensible, très mystérieux. Il y a tellement de gens qui viennent pour voir le phénomène que les autorités locales sont obligées de construire une deuxième cuisine à la famille Pereira parce qu'ils peuvent plus manger. Disons que leur cuisine est systématiquement et constamment investie par des curieux. Donc voilà, on leur construit une deuxième cuisine dans laquelle ils peuvent vivre. Et de nombreuses expertises sont menées bien sûr pour trouver la supercherie. Parce que tout le monde pense, enfin tout le monde, les sceptiques en tout cas, et les experts pensent que c'est une supercherie, mais ils ne savent pas laquelle. Et à la demande d'un des enquêteurs qui s'appelle Germán de Argumosa, qui est un professeur, il y a eu deux professeurs sur cette affaire qui voulaient vraiment comprendre de quoi il retournait. Donc à la demande de cet enquêteur-là, la cuisine est scellée en présence du notaire de la ville. On prend des photos des visages et on les recouvre avec une couverture. Mais 3 mois plus tard, quand la cuisine est réouverte, les visages sont toujours là et ils ont
évolué, c'est-à-dire qu'ils se sont déplacés et d'autres visages sont même apparus. Alors là, on parle donc d'une cuisine qui a été scellée à la cire en présence d'un avocat, des visages recouverts, et pourtant, alors que personne n'a pu pénétrer à l'intérieur de la cuisine, les visages se sont déplacés et ils se sont multipliés. Donc là, vraiment, c'est la confusion la plus totale chez les spécialistes. Les gens sont convaincus de l'authenticité du phénomène. Alors, il y en a qui continuent à analyser les visages pour trouver des pigments, des traces de peinture, mais aucun test ne peut donner d'explication satisfaisante. Et ce lieu, cette maison à Belmez, donc regroupe beaucoup de phénomènes liés en général aux histoires de fantômes, puisque des EVP ont été enregistrés, hein, donc c'est les phénomènes de voix capturées comme ça sur bande magnétique, et des micros donc furent placés dans la cuisine, et des voix ont été capturées, donc des voix bien sûr particulièrement inquiétantes comme toujours dans ce genre de cas. Donc ensuite c'est vrai que on est libre ou non de croire qu'effectivement ce sont des mots, ce sont des phrases qui sont articulées dans ces enregistrements, mais ça fait froid dans le dos évidemment, puisque c'est quand même des bruits assez étranges. Et au cours des recherches, les enquêteurs apprennent qu'une famille avait été tuée dans cette maison lors de la guerre civile espagnole. Donc non seulement il y avait des ossements qui dataient du XIIIe siècle, mais en plus on apprend que cette maison a vécu des heures assez sombres, puisque pendant la guerre civile, une famille a été massacrée entièrement dans cette maison. Et en regardant les photos de la famille en question, des ressemblances étonnantes sont trouvées avec certains des visages qui sont sur le sol de la cuisine, et parfois sur le mur. C'est pas uniquement sur le sol, puisque les visages ont commencé à se répandre vraiment dans toute la pièce. Alors aujourd'hui, on est en 2007 et la maison est toujours visitée par des curieux. Et on pourrait se dire que depuis le temps, si c'était un canular, s'il y avait un plaisantin, s'il y avait un voisin qui s'amusait à dessiner des visages comme ça sur le sol, bon, soit il s'en serait lassé, puisque c'était il y a quand même 40 ans, soit il serait mort. Et les derniers soupçons, bien évidemment, portés sur Maria Pereira. On pensait qu'elle pouvait être responsable de ce phénomène-là, mais aujourd'hui Maria Pereira est morte. Elle est morte en 2004 et les visages ont continué à apparaître. Alors bon, il y a beaucoup de sceptiques qui considèrent que ces nouveaux visages de Belmez, comme on les a appelés, sont des faux, qu'ils ont été créés par des farceurs pour continuer à faire fonctionner le tourisme. Mais en tout cas, le fait est là, des gens continuent à venir voir ces nouveaux visages. Alors on a tout imaginé. Il y en a qui imaginaient carrément que Maria Pereira pouvait elle-même créer inconsciemment ces visages de manière psychokinétique. Et parce qu'ils trouvent que c'est une explication plus rationnelle. Ah oui, mais voilà, tout a été imaginé, puisque bon, certains disaient que les visages changeaient d'expression en fonction de l'humeur de la femme. Bon, ça c'est pour les interprétations fantaisistes de l'affaire. Les sceptiques scientifiques donc prétendent que pour eux, les dessins ont bien été tracés par des hommes, puisqu'ils ont trouvé des éléments chimiques qui pourraient expliquer effectivement l'apparition de ces visages, parce qu'on n'a pas trouvé de peinture. Parce qu'il faut quand même savoir que ces dessins de visage, c'est pas des dessins nets, hein, c'est plutôt des taches qui forment des visages. Alors, et voilà, enfin, il y a donc on voit, enfin. C'est pas comme si quelqu'un avait pris une craie sur le sol, dessiné un visage net avec un minimum de talent artistique. Là, c'est des visages assez flous qui se répandent, qui sont... Alors effectivement, c'est pas des dessins très précis, mais le truc, c'est que c'est beaucoup plus précis que certaines tâches, par exemple, qui ont été prises, voilà, pour le Christ, etc. On connaît le phénomène classique des tâches que certains interprètent comme étant des apparitions de la Vierge, du Christ. Là, on parle de visages avec des yeux, avec un nez, avec une bouche. Ah oui, non, mais voilà, on les identifie clairement. Mais moi, je disais ça plutôt dans le sens où justement les scientifiques qui disaient que ça pouvait être des hommes qui les avaient dessinés, pour qu'on comprenne qu'effectivement, s'ils les ont dessinés, c'est avec des techniques spéciales pour pouvoir faire en sorte que ça soit une sorte de liquide, une encre liquide qui s'incrusterait dans le carrelage, qui se répandrait, parce que c'est pas un dessin qui est net. Donc ça nécessite quand même une technique spéciale qui aurait été mise au point exprès pour le canular.
Voilà, alors c'est vrai qu'ils sont assez particuliers ces visages-là, et vu qu'on n'a pas trouvé de peinture, les scientifiques qui ont continué à analyser le ciment ont découvert des ingrédients qui pourraient être responsables de ces dessins. Mais encore une fois, ça voudrait dire que des gens seraient venus comme ça pendant des décennies pour dessiner des visages, et surtout on se demande comment est-ce qu'ils ont pu rentrer à l'intérieur de la maison quand il y a eu des scellés pendant 3 mois, et donc comment est-ce qu'ils ont pu faire disparaître d'une part les visages qui avaient été capturés sur photo, et comment est-ce qu'ils ont pu en faire apparaître d'autres alors que voilà, la maison était scellée sous contrôle de notaire. Donc voilà, on a un vrai gros mystère absolument incroyable, une véritable énigme de l'aveu d'un des professeurs qui a enquêté sur cette affaire, donc probablement le phénomène paranormal le plus important du XXe siècle, encore une fois. Alors si vous passez par Belmez, si vous passez des vacances en Espagne, et que vous êtes dans le sud de l'Espagne, en Andalousie, et que vous êtes curieux de voir à quoi ça ressemble, l'adresse c'est le 5 rue Rodriguez Acosta. Si vous prenez l'émission à l'instant, dans la première partie, on a parlé des visages de Belmez, qui est donc un des phénomènes paranormaux les plus hallucinants du XXe siècle, avec ces visages qui s'obstinaient à apparaître sur le sol de la cuisine d'une petite maison dans un village andalou. Et aujourd'hui encore, après 40 ans d'apparition, les visages sont toujours là, et il n'y a pas d'explication satisfaisante, donc voilà. Et alors, je tiens à préciser que bien évidemment des photos des visages seront présentes sur le blog d'Exocet, et sur le forum aussi, le forum de rage.fr, et vous allez voir que ces visages sont particulièrement flippants. Alors encore une fois, pas très précis, mais très flippants. Donc voilà, les visages de Belmez. Et c'est au tour de Thomas à présent de nous raconter une histoire. Alors, pour les plus fidèles d'entre vous, vous vous souvenez sans doute que je vous avais parlé d'une période où les empoisonneuses étaient légion en France, et j'ai décidé de m'attarder sur le cas particulier d'une de ces empoisonneuses, même celle qui a lancé justement toute cette vague de chasse à la sorcière, et vous allez voir que c'était un personnage très étrange, et qui a certainement commis parmi les plus hauts crimes qui se sont déroulés en France. Alors, pour la présentation, il faut savoir que la marquise de Brinvilliers était une jeune femme charmante, gracieuse, très jolie, avec des très grands yeux bleus, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a décrit, et elle a été une des plus grandes meurtrières de son époque. Alors elle est née en 1630, le 2 juillet plus précisément, donc la marquise de Brinvilliers, vous allez voir, était un personnage un petit peu étrange. Bien qu'elle ait eu une excellente éducation du fait de son statut social, il faut quand même savoir que, d'après ses propres déclarations, dès l'âge de 5 ans, comme elle le disait, le vice déjà l'habitait, puisque à l'âge de 7 ans, elle avait déjà perdu sa virginité, et que par la suite, elle s'est livrée à ses 2 jeunes frères pendant toute son adolescence. Donc quand même un personnage assez porté sur le sexe, et avec un rapport au sexe assez étonnant. À l'âge de 21 ans, donc une fois son adolescence sexuelle passée, elle épouse un jeune maître de camp du régiment de Normandie, un dénommé Antoine Gobelin, pareil, qui est issu d'une famille assez riche, mais qui lui aussi est un petit peu rongé par le vice. Alors lui, c'est pas le vice sexuel, mais c'est le jeu qu'il dévore, et apparemment il dépense énormément en jeux d'argent. Alors, très vite, ils se marient, ils se mettent ensemble, mais le mari en question, donc Antoine Gobelin, fait la grave erreur de présenter un de ses amis qui s'appelle Gaudin de Sainte-Croix, et évidemment, sa femme étant très penchée sur le sexe, un triolisme se crée comme ça, et les relations évidemment se tendent entre les deux amis, qui ne sont plus vraiment, une fois que ce dernier, que le mari avait découvert effectivement que sa femme allait voir son meilleur ami quand il était absent. Alors, cette relation à trois a énervé énormément le père de la marquise de Brinvilliers. Et donc pour essayer un petit peu de calmer ses ardeurs, son père arrive à obtenir, grâce à des relations, une lettre de cachet qui a permis donc de mettre en prison l'amant de sa fille. Donc il condamne pas sa fille, il condamne son amant pour essayer en gros de les séparer. Et c'est comme ça que pendant 6 semaines, donc l'amant de sa fille se retrouve dans la même cellule qu'un dénommé Exili,
qui est un des plus gros empoisonneurs du monde. Alors c'est un Italien qui avait une maîtrise parfaite des produits chimiques et des techniques pour arriver, en tout cas à l'époque, à faire passer des empoisonnements pour des morts plus ou moins naturelles. Et donc pendant ces 6 semaines, ce jeune officier va être enfermé avec lui et va apprendre à maîtriser cette science de l'empoisonnement et des produits chimiques. Quand il sort de prison, il en profite donc. Il se prend réellement de passion pour la chimie et décide même de devenir alchimiste. Alors alchimiste un petit peu étrange parce qu'effectivement comme il est rongé lui aussi un petit peu par les jeux d'argent et que apparemment son amante nécessite d'avoir un très grand train de vie, il décide aussi de se lancer dans la fabrication de fausses monnaies, etc. Bref, il rentre un petit peu dans des choses plus ou moins légales. Et il se retrouve un jour confronté quand même à un souci, c'est que la marquise dépensait beaucoup plus que ce qu'elle ne gagnait. Alors elle commence à mettre au point un plan diabolique avec son amant. Alors au début elle s'est dit, écoute, on va essayer, on va empoisonner mon père tout simplement pour avoir l'héritage. Mais avant de le faire, il faudrait être sûr que ça passe réellement pour un accident, pour une mort ou pour une mort naturelle. Et donc on va expérimenter les poisons que tu mets au point. Et donc pendant une très longue période, ils vont au départ pendant la nuit aller dans les hôpitaux pour empoisonner les malades, voir un petit peu les effets, les dosages, etc. Alors là, au départ, ça soulève pas trop d'inquiétude parce que quelque part des malades qui succombent, c'est quand même plutôt normal. Mais les choses commencent à dériver de plus en plus et le couple se met à tuer des gens dans la rue, donc à enlever des gens, les empoisonner, les relâcher et puis on retrouve leurs cadavres empoisonnés comme ça dans les rues de Paris. Ça commence à créer une certaine tension au sein de la communauté. Et elle est de plus en plus recherchée, enfin en tout cas le criminel est de plus en plus recherché parce que la police, même s'ils n'arrivent pas à expliquer ses morts, trouve que ça commence à faire beaucoup de cadavres pour des morts qui seraient uniquement naturelles. Alors le poison se met très rapidement quand même au point, ils arrivent à maîtriser ce qu'ils veulent faire et le 13 juin 1666, il décide donc de tuer le père qui était déjà en train de souffrir très largement. Donc il l'empoisonne sur son lit de mort pour accélérer un petit peu le processus. Et donc la jeune fille, effectivement, hérite de tout l'argent que son père pouvait lui léguer. Alors là, une fois cet obstacle franchi, la marquise se sent complètement libérée, ça lui donne la possibilité d'avoir plusieurs amants à la fois, etc. Puisqu'apparemment son père essayait quand même de garder un contrôle pour qu'elle soit pas trop dépravée. Là, c'est vraiment la débauche totale. Et comme elle le disait elle-même, donc le vice grouillait littéralement en elle. Mais par contre, malheureusement, l'argent gagné par l'héritage commence à fondre comme neige au soleil parce qu'elle dépense toujours beaucoup trop. Et là, donc, la marquise décide de tuer ses 2 frères grâce à l'aide de son laquais qui l'aidait dans toutes ces tâches d'empoisonnement. De s'en prendre à ses 2 frères pour récupérer la part d'héritage en plus des 2 frères. Cela dit, là, elle commet une erreur apparemment dans le dosage du poison et au moment de l'autopsie des 2 frères, du cadavre des 2 frères, des traces de poison sont détectées. Et évidemment, des fortes suspicions commencent à porter sur cette jeune femme, étant donné qu'ils arrivent à recouper la mort de ses 2 frères avec celle du père, et que c'est la dernière qui est vivante, donc ils commencent vraiment à se poser ils commencent à avoir des lourds soupçons sur elle. Mais elle ne perd pas pour autant son rythme de croisière, elle redouble même d'ingéniosité pour empoisonner les gens. Et le virage qu'elle va prendre, c'est qu'elle va tenter d'empoisonner sa propre fille parce qu'elle la considérait idiote. Enfin voilà, elle commence à partir un petit peu vraiment là dans des grands délires. Donc elle trouvait sa fille idiote, donc elle décide de s'en débarrasser en l'empoisonnant. Et là, le mari de la marquise est lui-même empoisonné. Et bizarrement, l'amant de la marquise là décide de lui donner un remède en fait, de le désempoisonner, je sais pas si on peut dire ça, mais de le désempoisonner pour ne pas qu'il meure. Et les deux commencent à flipper réellement de la marquise et font une coalition mari-amant pour ne pas mourir en fait, parce que l'un et l'autre ont très peur de succomber empoisonnés un jour ou l'autre. Alors en fait ce qu'ils font c'est qu'ils mettent au point un petit coffret
Et ils spécifient à leurs amis, écoutez, si jamais l'un de nous deux meurt avant la mort de la marquise, ouvrez-le. Et en fait, dans ce petit coffret, ils ont mis des fioles de poison, ils ont mis des lettres accablantes prouvant la culpabilité de la marquise, enfin bref, divers éléments qui faisaient que les autorités judiciaires automatiquement allaient pouvoir l'arrêter, avaient suffisamment de preuves. Et malheureusement pour la marquise, le mari et l'amant meurent bizarrement dans une expérience d'alchimie au cœur de Paris. Et donc forcément les amis donnent le coffret aux autorités compétentes, la police l'ouvre et découvre donc tous ces éléments à charge. Et là évidemment la marquise le 16 mars 1673 se voit traduire en justice. Alors là elle est écrouée au départ en prison, elle fait plusieurs tentatives de suicide. Il faut dire quand même qu'elle reste pendant 3 ans enfermée avant que son procès n'ait réellement lieu. Et là, au moment du procès, sa seule défense, c'est le silence total ou la négation de tous les faits pesant contre elle. Alors, il faut voir qu'on est quand même dans une époque un petit peu sombre et que c'est vrai qu'on essaye aussi de lui arracher quelques aveux par le biais de la torture, ce qui n'est pas forcément le plus probant pour prouver la culpabilité de quelqu'un. Donc, elle est torturée. Son laquais, lui, est plus que torturé. Il meurt même sous la torture. Lui, évidemment, avoue tout, mais fait porter énormément la faute sur sa maîtresse qui est donc la marquise et c'est vrai que là la marquise se retrouve prise au piège. Elle est condamnée à mort à la suite de son procès et donc elle est condamnée à être décapitée sur la place publique. Donc elle se retrouve un jour devant une foule criant sa haine envers elle parce qu'elle a quand même fait beaucoup de victimes parmi la population. Elle est décapitée par un bourreau qui lui tranche la tête d'un coup de hache. Et puis son corps est enlevé de la place publique. Ils la désossent, ils en brûlent une partie pour répandre les cendres. Et les os restants sont jetés dans la Seine. Et là, de nombreux habitants de Paris récupèrent ces ossements. À quelle fin, on ne sait toujours pas. Et moi, à présent, je vais vous parler d'une femme aussi, mais une femme totalement différente. Une femme russe qui s'appelle Nina Kulagina. Alors, cette femme a vécu entre les années 60 et 90 des phénomènes absolument incroyables. En fait, de son propre aveu, ces phénomènes se produisaient depuis sa plus tendre enfance, mais ils n'ont été amenés donc au public que dans les années 60. Et cette femme était une médium russe, et elle a fait la démonstration de ses pouvoirs psychokinétiques devant beaucoup de scientifiques. Elle a été filmée à de nombreuses reprises, mais elle reste une figure très controversée, et ses prétendus pouvoirs donc relèveraient de la charlatanerie la plus pure pour les sceptiques. Alors c'est probablement une des figures les plus surprenantes, les plus incroyables de toute l'histoire de la parapsychologie, hein. Et je rappelle que pendant la guerre froide en Amérique et en Russie, il y avait comme ça une course au pouvoir parapsychologique. C'était au premier des deux blocs qui réussirait déjà d'une à prouver que des pouvoirs tels que la télékinésie ou la télépathie existaient, et deuxièmement c'était au premier des deux qui réussirait à l'utiliser, à l'exploiter à des fins militaires, à des fins stratégiques. Donc on avait déjà parlé dans cette émission du projet Stargate. Dans le projet Stargate, donc il y avait une brigade qui avait été créée par l'armée américaine, une brigade de médiums pour essayer de localiser des bases secrètes, des armes cachées. Bon, ça semble à peine croyable, mais c'est vrai, des millions de dollars avaient été dépensés à cette fin, et en Russie c'était pareil. Donc pour revenir à Nina Kulagina, à 14 ans, cette femme a été enrôlée dans l'armée russe pour combattre les nazis. Donc elle a vécu une vie assez rude, et comme je vous le disais, elle a toujours prétendu que ses pouvoirs psychiques la suivaient depuis sa plus tendre enfance, ils avaient toujours été là. Et par exemple, elle pouvait voir ce qu'il y avait dans la poche des gens, elle pouvait diagnostiquer des maladies simplement en regardant. Surtout, il y avait des phénomènes surprenants qui se produisaient, par exemple des objets qui se mettaient à bouger ou des Au début, elle pensait que c'était une force qui était externe à elle, qui avait comme une espèce de poltergeist chez elle, et puis petit à petit elle s'est aperçue qu'elle pouvait contrôler cette énergie, comme si c'était d'elle qu'émanait ce magnétisme. En tout cas voilà, ça c'est ce qu'elle raconte. Et évidemment ces pouvoirs attirent rapidement l'attention des scientifiques, course à la parapsychologie, et elle se prête volontiers à différents tests. Alors
Elle prétendait utiliser, et sous les yeux du biologiste Edward Nomov, elle déplace des allumettes. Donc il la voit très clairement faire tomber des allumettes simplement en les regardant, en se concentrant dessus. Et sa réputation commence à sortir des frontières de la Russie. Et des experts américains s'intéressent à son cas. Alors en 1968, elle est présentée à la conférence internationale de parapsychologie. Et elle fait la démonstration de ses pouvoirs de télékinésie sans qu'on puisse trouver de supercherie. Alors sur plusieurs films, on la voit déplacer des petits objets comme une balle de ping-pong qui reste en lévitation quelques instants avant de tomber, ou une cigarette, pareil, qui se déplace. Et on la voit également déplacer des allumettes qui se trouvent à l'intérieur d'une boîte en plexiglas, parce que les commentaires des sceptiques, c'était qu'elle se servait forcément d'aimants ou de fils pour déplacer des objets. Et donc là, les allumettes avaient été placées dans une boîte en plexiglas, et sur un film on voit les allumettes à l'intérieur de la boîte se déplacer à droite et à gauche après qu'elles se soient concentrées dessus. Alors parfois des marques de brûlure apparaissent sur ses mains. Et à la télévision, elle fait apparaître une marque similaire sur le bras d'un journaliste européen. Donc à l'époque, vraiment, cette femme est un phénomène total qui intéresse à la fois les gouvernements russes et américains. Donc elle est au cœur, elle est au cœur d'une lutte d'intérêt. Vraiment, on se demande déjà si ses pouvoirs sont réels. Alors il y en a beaucoup qui n'en doutent pas une seule seconde. Pour elle, c'est une évidence. Et donc on se demande surtout comment elle pourrait les exploiter dans une perspective militaire. Alors un des films les plus incroyables, et c'est aussi une de ses expériences les plus connues, implique les pouvoirs de Nina Kulagina sur, alors déjà d'une part sur un œuf qu'on casse dans une solution saline. Donc un œuf, voilà. Elle se trouve à 2 mètres de la boîte qui contient la solution saline. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on a ? On a un jaune d'œuf avec du blanc autour qui flotte, et elle, en se concentrant sur ce réservoir, elle réussit à séparer le jaune du blanc, et puis ensuite elle réussit à les faire revenir ensemble. Donc tout ceci est filmé, et si elle réussit à se concentrer suffisamment longtemps, donc voilà, elle peut vraiment refusionner le blanc, le jaune. Donc c'est absolument hallucinant, et une expérience qui est peut-être encore plus dingue, qui est encore plus incroyable et surtout plus inquiétante. C'est une expérience qui a eu lieu à Leningrad dans un laboratoire. C'était le 10 mars 1970, et on savait que Nina Kulagina pouvait déplacer des petits objets, en tout cas les scientifiques le savaient, mais ils étaient curieux quant à ses capacités d'influencer la matière vivante, les cellules, les tissus et les organes. Alors le professeur Sergeyev était un des scientifiques donc qui a essayé d'expérimenter les pouvoirs de Nina Kulagina sur de la matière vivante, et notamment sur le cœur d'une grenouille qui flottait dans une solution saline. Alors le but, c'était de faire accélérer ce cœur, d'avoir une influence dessus. Donc Nina Kulagina se concentre sur le cœur, et elle le fait battre plus rapidement. Ensuite, elle réussit à le faire battre plus lentement, et en se concentrant très fortement, elle réussit à arrêter le cœur de la grenouille. Alors, évidemment, on se demande si elle est capable de le faire aussi sur des organes humains. Et donc, à une certaine occasion, un des psychiatres de Leningrad a eu la peur de sa vie quand Nina Kulagina donc a testé l'expérience sur lui. Et donc, il a senti son cœur accélérer. Alors évidemment, cette femme dérange beaucoup de gens à l'époque, et notamment les journalistes du journal Pravda, qui mène une espèce de campagne de calomnie totale sur elle, en disant que c'est une tricheuse, qu'elle se sert d'aimants, etc. Et évidemment, c'est ce qu'on est tenté d'imaginer. Ça semble évident que cette femme n'a pas une influence sur les objets à distance. Donc ils disent voilà, elle se sert d'aimants, elle se sert de ci, de là. Bien que certains objets qu'elle ait déplacés n'étaient pas des objets sensibles à l'attraction magnétique, puisque donc elle a déplacé par exemple, des œufs. Elle a influencé le battement du cœur d'une grenouille, etc. Donc pour ça, il n'y a pas d'explication. Et donc malgré ça, ce journal s'acharne sur elle. Elle commence à recevoir des coups de fil malveillants. Et ça, c'est surprenant parce qu'à l'époque, il faut savoir que donc il n'y avait pas d'annuaire
en Russie. Donc pour trouver le numéro de cette femme, il fallait chercher longtemps, il fallait avoir des sources qui soient relativement haut placées pour réussir à obtenir comme ça sur commande un numéro de téléphone. Et en plus, elle était connue pour le public sous le nom de Nelia Mikhailova, c'était un pseudonyme, et son vrai nom c'était donc Nina Kulagina, mais personne ne le connaissait, en tout cas dans le grand public personne ne le connaissait. Donc on se demande si le gouvernement, si le KGB lui-même donc a agi dans cette affaire. Peut-être que cette femme devenait dangereuse, peut-être qu'il craignait qu'elle soit récupérée, on ne sait pas, par des services secrets américains. Bref, il y a beaucoup de mystères autour de ça. Et donc finalement Nina Kulagina a continué ses petites affaires. Elle a été cachée par un groupe de scientifiques pour éviter ce type de problème. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il y avait des effets secondaires à utiliser tous ses pouvoirs sur son métabolisme, puisque donc elle était constamment épuisée. Elle avait parfois des problèmes cardiaques. Elle a eu une attaque aussi dans les années 70 assez violente qui a failli la tuer. Et manifestement, donc, l'utilisation de ses pouvoirs drainait littéralement son énergie. Et elle a quand même tenu assez longtemps, puisqu'elle est morte seulement en 1990. Mais donc, manifestement, il y avait vraiment un effet assez important sur sa santé. Et aujourd'hui, bon, les sceptiques sont tous d'accord pour dire que effectivement Nina Kulagina a triché. Donc par exemple, il y a la fondation James Randi qui est donc un célèbre débunker, comme on dit, c'est l'équivalent des zététiciens en Amérique. Donc James Randi qui a déjà réussi à casser beaucoup de trucages dans ce goût-là et de charlatans. Et donc pour lui, Nina Kulagina se servait de stratagèmes très grossiers, donc encore une fois des fils, des aimants, des miroirs, et surtout donc les sceptiques ont répandu l'idée que les expériences, les prétendues expériences étaient toujours menées chez elle, donc dans un endroit où elle pouvait à loisir truquer les expériences. Or, il se trouve qu'il y a des expériences qui ont été menées en laboratoire, en présence de scientifiques qui étaient vraiment là pour comprendre ce qui se passait, et donc on n'a jamais pu, c'est ça qui est quand même assez énorme, démontrer qu'elle avait triché, alors qu'il y a beaucoup de médiums qui ont été pris la main dans le sac, on a capté comment est-ce qu'ils se débrouillaient, elle on n'a jamais pu comprendre comment elle faisait. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à l'époque, encore une fois, comme il y avait une espèce de course comme ça au pouvoir psy, il se peut que la Russie ait exagéré les résultats, que les savants participaient directement à cette campagne de propagande pour que les Américains, peut-être, pour que le bloc de l'Ouest croient qu'effectivement, en Russie, on était en possession de pouvoir psy et qu'on pouvait s'en servir contre les États-Unis. Donc voilà, cette histoire est très surprenante. D'un côté, on a probablement des résultats exagérés, mais de l'autre, on a des scientifiques qui se sont penchés sur la question, qui n'étaient pas russes et qui n'ont pas réussi à comprendre comment Nina Kulagina réussissait à déplacer des objets à distance sans les toucher. Donc voilà un des personnages les plus étonnants de l'histoire de la guerre à la parapsychologie, Nina Kulagina. Il est l'heure d'écouter une seconde histoire de Thomas. Seconde histoire qui va porter sans doute sur l'apparition télévisuelle fantomatique la plus surprenante de l'histoire des fantômes. Vous allez voir que c'est extrêmement troublant. Tout ça se déroule en 1954 à Indianapolis. Alors, l'histoire prend place, donc, comme je vous l'ai dit, aux États-Unis. Elle concerne la famille McKay. Alors, un soir, Lincoln T. McKay, qui est le père de cette famille, qui est, je le précise parce que vous allez voir que ça a son importance en termes de crédibilité, qui est quand même ingénieur en chef d'une fabrique de machines à calculer, qui est quelqu'un d'extrêmement rationnel, donc apparemment, d'après ses proches, d'après tous les témoignages, c'est un scientifique assez averti. S'apprête en compagnie de sa famille en fait à suivre tout simplement un programme à la télévision. Et lorsqu'ils allument en fait cette dernière, à la place du programme attendu, il se forme lentement sur l'écran comme ça une sorte de brouillard mouvant qui insensiblement commence à se préciser au niveau de ses contours, et la famille finit par distinguer peu à peu un lit sur lequel un homme âgé est étendu, avec les yeux clos, les mains jointes sur l'abdomen, un petit peu comme un mort dans son cercueil. Donc ils trouvent ça un petit peu troublant, ils sont déconcertés. Lincoln T. McKay et sa femme et leurs deux filles, alors qui sont âgées à cette époque-là quand même de 21 ans et 23 ans, donc c'est pas des enfants, se demandent un petit peu à quoi rime cette image insolite et statique. Ils coupent le contact de la télévision, ils patientent un moment.
Et il décide de rallumer la télévision en changeant cette fois-ci de chaîne, et immanquablement, l'image réapparaît, revient, plus nette, encore plus précise que la dernière fois, mais toujours identique, c'est toujours une image d'un homme étendu sur son lit de mort. Et là, Madame McKay pousse alors un cri strident, un cri de terreur, elle se lève brusquement, elle chancelle et elle s'évanouit. Et en fait, elle déclara après son réveil que la personne qui est sur l'écran, elle la reconnaît. C'est tout simplement son propre père qui est décédé 6 mois plus tôt. Là, les deux filles, effectivement, rallument la télévision. À nouveau, l'image se forme et elles aussi reconnaissent leur grand-père dans l'image. Et effectivement, à chaque fois qu'elles rallument, l'image est de plus en plus nette et précise. Et donc, pour le coup, à la troisième fois, elles distinguent clairement, comme sur une photographie, le visage de leur grand-père. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, Lincoln McKay, c'est quand même quelqu'un de relativement scientifique, qui a un esprit rationnel. Il a un parfait équilibre physique. Sa famille, c'est pareil d'ailleurs. Bref, c'est quand même une famille assez stable, qui on les sent pas forcément le besoin d'inventer comme ça des mythos en fait. Et l'hypothèse de l'hallucination collective est très vite écartée. Parce que de nombreuses photos de ce phénomène ont été prises par la suite, parce que vous allez voir que la police, des scientifiques se sont déplacés, ont pris des photos, et donc eux aussi ont assisté à cet événement. Et comme je vous le disais, plus on allume la télévision, plus il s'avère de plus en plus vrai et exact que la dépouille mortelle qui est présente, c'est celle de George Schutz, donc qui est la mère, le père de la mère de la famille. Alors, il se demande un petit peu comment tout ça peut se produire. Il décide donc de faire appel à un expert qui vient examiner la télévision, qui prouve en fait la télévision n'est absolument pas truquée, qu'il n'y a pas d'éléments qui permettraient d'envoyer une image ni quoi que ce soit. Alors, il décide d'éteindre la télévision pendant une longue période. Il la rallume une semaine après. Et là, ils sont face à un phénomène assez étonnant, puisque l'image apparaît à intervalles réguliers pendant des temps variables. Alors la première fois, par exemple, elle apparaît pendant 1h10 consécutives. La deuxième fois, elle va apparaître pendant 50 minutes. La troisième pendant 35 minutes. Bref, voilà, dans des temps complètement variables. La police se déplace sur les lieux. 2 inspecteurs arrivent. Eux aussi assistent et se rendent à l'évidence qu'effectivement, à chaque fois qu'on allume cette télévision, alors eux ne peuvent pas garantir que c'est le père de la mère de la famille, mais en tout cas il y a bien un homme mort allongé sur son lit de mort avec les bras croisés, les yeux fermés. Ils décident de monter dans les appartements voisins et puis sur les appartements du palier pour vérifier s'il n'y aurait pas une interférence quelque part au niveau de l'antenne, voir si les autres reçoivent le même type d'émission. Évidemment, les gens autour d'eux, eux, reçoivent la télé de façon parfaitement normale. Bref, seule cette télévision, et où qu'elle soit placée, ça aussi c'est intéressant, reçoit cette image, parce qu'à un moment, ils décident de la saisir, la déplacer dans d'autres locaux, l'éloigner géographiquement de là où elle est, pour éviter toute hypothèse d'interférence ou de phénomène de ce type-là. Et effectivement, même déplacée à d'autres endroits, la télévision continue à afficher cette image. Le fantôme hante littéralement l'écran et reste là. Alors, il laisse passer un petit peu de temps, et puis au bout d'un moment, sur l'insistance de la femme, Lincoln McKay décide de ne plus du tout toucher au téléviseur. Il le recouvre d'un voile noir, mais 48 heures plus tard, malgré une forte appréhension, il décide de remettre le contact à nouveau du téléviseur. Donc là, c'est quand même plus d'1 mois après la première apparition. Donc il regarde très peu la télévision, à chaque fois il flippe de voir apparaître le défunt de la famille. Et effectivement, à chaque fois, cette image revient. Alors la police à nouveau appelée, là c'est un ingénieur qui se déplace, qui vient constater le phénomène. Il y a un huissier qui valide le fait qu'effectivement, il y a bien une image qui apparaît. Mais malgré le fait que le téléviseur soit envoyé dans des laboratoires à droite à gauche, personne jusqu'à présent n'a réussi à prouver que c'était une supercherie, ou en tout cas à démontrer comment cette image pouvait apparaître. Et puis les proches de la famille, eux, ont bien tous confirmé que c'était bien un de leurs parents qui apparaissait sur l'écran, puisque donc la mère appelait ses frères, ses sœurs, etc. pour venir constater. Tous ont affirmé effectivement voir leur grand-père. Et
Du jour au lendemain, le visage et ce mort sur son lit de mort a disparu du téléviseur, on l'a plus jamais vu, mais personne n'a jamais réussi à expliquer comment c'était possible. Toujours dans Exo 7, on arrive à l'instant que vous attendez tous, chers amis auditeurs, les infos bizarres de la semaine, le meilleur de ce qui s'est passé d'étrange à la surface du monde, des infos garanties filtrées, je dirais, dans le sens où, systématiquement, recoupage de la source. Donc je peux vous assurer que jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, ces événements se sont réellement déroulés. On démarre avec une histoire qui s'est passée en Roumanie. Un homme donc qui s'est réveillé en pleine nuit, donc réveillé par un énorme bruit, un énorme bang, et puis donc il s'est aperçu là qu'une voiture était garée sur son lit. Donc la police, c'est gênant. La police a expliqué qu'en fait le conducteur d'un 4x4 était sorti de la route et puis il avait littéralement défoncé le mur de la chambre de Julian Stan, un homme de 33 ans. Ça se passe à Bucarest et donc les officiers ont dit que l'homme n'avait pas été blessé, mais que c'était miraculeux, c'était vraiment au poil de cul, j'ai envie de le dire, hein, parce que c'est ça. Donc il est vraiment dans un état de choc d'ailleurs, parce qu'il a failli y rester, et il ne peut toujours pas parler en fait, tellement il a été traumatisé par l'événement. Donc il a été obligé d'écrire ce qui s'était passé parce que sa voix est bloquée. Imagine le truc en pleine nuit, par un 4x4 dans le lit. Donc voilà, il a survécu, mais c'était assez tendu. La deuxième histoire, c'est une histoire de eBay. Vous savez qu'à l'occasion on vous resserre des objets insolites qui sont vendus sur eBay, puisque Dieu sait si eBay est une source d'objets et de ventes surprenantes. Et donc là, c'est un homme qui a eu une belle idée. Parce qu'en fait, c'est quasiment devenu un jeu. C'est celui qui vendra le truc le plus original, le plus marginal. Mais je pense que déjà en vendant son âme, il y en a un qui a vraiment fait gros coup. Alors voilà, donc il y a le fameux gars qui a vendu son âme sur eBay. Il y en a qui ont vendu des fantômes sur eBay. Il y en a qui ont vendu des tas de trucs. Et donc lui, il a vendu son ami imaginaire sur eBay. Alors là, je dis bravo. Donc il a quand même réussi à attirer 14 enchères et il a vendu son ami imaginaire pour environ 5 euros. Ce qui n'est pas négligeable, et donc il expliquait que son ami imaginaire s'appelle John Malipaiman, et que là, lui, il était trop vieux maintenant pour avoir un ami imaginaire, hein, donc il avait 27 ans, il était temps qu'il s'en sépare, et donc voilà, il explique que c'est un ami imaginaire qui se comporte très bien, et en fait, il a prévu d'envoyer une enveloppe à l'enchérisseur gagnant. Ce que j'allais dire, ce qui est pratique quand même, c'est qu'il n'y a pas de frais de port, il n'y a rien. Mais alors voilà, il va lui envoyer une enveloppe avec la liste des choses que son ami imaginaire aime, les choses qu'il n'aime pas. Et est-ce que c'est l'ami imaginaire qui va amener l'enveloppe ? Alors, manifestement, non, parce que il a même mis une photo sur le site, une photo sur l'ami imaginaire, et donc c'est une photo du mur. Je trouve ça assez fort. Et en tout cas, bon, il a réussi à attirer 14 personnes, donc bravo à toi. On continue à Nashville, dans le Tennessee. Voilà, avec un homme qui a été condamné à mort. Et en fait, quand un homme est condamné à mort aux États-Unis, il a le droit de choisir son dernier plat, et théoriquement on doit lui amener absolument tout ce qu'il veut, hein. D'ailleurs il existe un site internet sur lequel on peut voir des photos des derniers repas des condamnés à mort, et donc ils ont le droit de se lâcher s'ils veulent, hein. Et donc lui il a demandé à ce que son dernier repas ne lui soit pas servi à lui, mais plutôt à un SDF, donc c'est un beau geste. Voilà, il a dit qu'il préférait ne pas avoir de dernier repas, mais qu'après sa mort, il aimerait qu'on envoie une pizza végétarienne. Bon, alors ça, après, je sais pas pourquoi. Ah bah, il a des convictions, écoute. À un SDF. Alors, la prison a refusé. Ça, c'est dégueulasse. La prison a dit non. Parce que, donc, selon la loi, ils sont pas obligés d'obéir à ce type de demande. Et, c'est pas gentil. Et donc, l'homme a été exécuté mercredi. Mais l'histoire a commencé à se répandre par le biais des médias et les gens ont envoyé en masse des pizzas à l'équivalent de l'armée du salut de Nashville, et donc ils se sont retrouvés avec 170 pizzas à l'issue de cette histoire. Donc au-delà de sa mort, il a réussi à faire un beau geste. Ah bah c'est bien.
Et des pizzas végétariennes non, je sais pas, hein, mais ça c'est vrai que c'est le détail assez étrange. Donc voilà, on continue avec une histoire qui s'est passée en France dont vous avez sûrement entendu parler. C'est l'histoire de ce boulanger de Charleville-Mézières qui a vécu une aventure digne d'Amélie Poulain, puisque donc il a retrouvé sa cigogne en résine, une cigogne qui s'était volatilisée en juin 2006 et qui lui envoyait régulièrement des cartes postales du monde entier, comme le nain de jardin dans Amélie Poulain. Alors ce boulanger s'appelle Yvan Stengel, il a retrouvé sa cigogne Kevina. Voilà, bon, pour une cigogne c'est original. Et il a retrouvé donc samedi soir sur une place de la ville. L'endroit des retrouvailles lui avait été indiqué par une lettre, et la lettre avait été adressée également à la rédaction du quotidien local qui s'appelle L'Ardénois. Alors la cigogne, comme je vous le disais, a été volée une nuit de juin dernier, et donc ce monsieur Stengel avait commencé à recevoir des photos de sa cigogne devant les monuments les plus emblématiques du monde, la Tour Eiffel, la Statue de la Liberté, l'Opéra de Sydney, et donc évidemment imaginez un petit peu la confusion dans l'esprit de cet homme. Et l'animal a été déposé samedi soir par des inconnus encagoulés au lieu dit sur la lettre. Voilà. Donc mystère total sur cette affaire. Qui a pu prendre autant de temps? Mais on sait pas si les photos, c'est pas des photomontages. Alors apparemment les photos sont très réalistes. Hein. On imagine mal que ce soit le fruit d'un montage. Surtout que ça a duré 1 an. Donc si ça avait été juste un petit canular à base de photomontage, je pense que ça aurait pas duré aussi longtemps. Donc ça a duré 1 année entière, avec des photos donc très nettes, avec la cigogne devant ces monuments. Donc on se dit, qui s'est dit, tiens, on va faire lire un truc de fou à un mec tiré au hasard, genre le boulanger. Et donc voilà, c'est une belle histoire. Donc, et dans la lettre qui accompagnait la cigogne, à la fin, il y avait un mot comme quoi elle risquait de repartir. Donc il se méfie. Ben oui, il y a de quoi se méfier là, il y a de quoi devenir paranoïaque d'ailleurs, parce que si surtout qu'il a l'air de tenir à sa cigogne. Oui, voilà, en plus, ouais. De retour dans Exocet pour la dernière partie de l'émission, et on continue donc avec les infos insolites de la semaine. Une histoire qui s'est passée en Floride. Alors une histoire hallucinante vraiment. C'est le cas étonnant d'un mec qui a donc été amputé de ses 2 bras et d'une jambe. Donc pour résumer, il a une jambe, qui a réussi à semer la police lors d'une course-poursuite en voiture, parce que cet homme qui s'appelle Michael Willey et qui a 40 ans est donc un des conducteurs les plus fous furieux qui soit, et il a donc semé la police à 2 reprises dans sa voiture. Donc il a appris tout seul à conduire avec des cales, donc il a une jambe, hein, je le rappelle. Alors donc cet homme, il a déjà enfreint la loi à plusieurs reprises. Par exemple, il avait mis un coup de boule à sa femme, parce que bon, c'est vrai qu'il peut pas faire autrement. Finalement, c'était la seule chose qu'il pouvait faire de mal. Donc un coup de boule à sa femme. Il avait mis aussi un coup de pied à un policier. Et donc voilà, ce genre de truc. Et donc il est connu de la police, quoi. Voilà. Et donc là, la police avait repéré Michael Willey dans une voiture, voilà. Et donc l'enquêteur s'est approché de la voiture, et à ce moment-là, Michael Willey a démarré, la police l'a suivi, et s'en est suivi une course-poursuite effrénée, et donc il a réussi à les semer. Non seulement il a réussi à pas se faire attraper, mais en plus il les a carrément semés avec une jambe. Ouais. Alors, il faut savoir que c'était pas la première fois, puisque en 1998, il avait déjà réussi à semer la police, toujours avec une jambe, dans une course de poursuite où il allait largement à plus de 200 km/h. Donc il paraît que c'est un pilote hors pair en plus de ça. Et il faut maîtriser, excuse-moi, mais entre parenthèses, il faut dire que ce mec-là, c'est vraiment une leçon totale de vie, de courage, d'acharnement, parce que avec une seule jambe pour réussir à conduire suffisamment bien pour semer la police, il faut vraiment en vouloir, quoi. Il faut s'être entraîné un bon moment. Ça donne envie de se surpasser quand même, si un mec pareil peut faire ça. Et donc il court toujours, enfin si on peut dire. Et manifestement, la police est persuadée que s'il chope, donc ils pourront le mettre en cabane un moment, parce qu'il a multiplié comme ça les petits larcins, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, il est toujours en liberté. Sans compter que ça doit être interdit de conduire avec une seule jambe quand même, je pense. Je pense, c'est quand même moyennement sûr. Ouais. Alors,
figurez-vous qu'une super nova a pété la semaine dernière. Donc quand une supernova pète, on en parle. C'était une mamie nova. Excusez-moi, une mamie qui avait des petits problèmes comme ça de flatulence. Donc en fait non, c'est une étoile qui faisait 150 fois la taille du Soleil. Elle a explosé dans ce qui pourrait être donc un nouveau genre de supernova. Alors une supernova, je le rappelle, ça arrive quand une vieille étoile donc n'a plus de carburant, n'a plus d'hydrogène à brûler, et donc elle s'effondre sur elle-même. Et après ça devient une naine, etc. Et donc là, les scientifiques pensent que cette étoile-là n'a pas suivi ce parcours. En fait, elle a carrément explosé totalement et elle a propagé toute sa matière dans l'espace au lieu de s'effondrer sur elle-même. Elle n'a pas implosé en fait. Voilà, elle a totalement explosé. Et donc dans une explosion que les astronomes n'avaient jamais observée. C'était un truc absolument extraordinaire. Et donc les scientifiques disent qu'actuellement dans notre système solaire, il y a une étoile similaire qui pourrait également exploser, une étoile qui s'appelle Eta Carina. Donc elle est énorme, elle se trouve pas dans notre système solaire, pardon, excusez-moi. Tu me rassures un petit peu. Sinon il ferait un petit peu plus chaud qu'actuellement. Elle se trouve dans la Voie lactée, donc dans notre galaxie, à 7500 années-lumière de la Terre. Et donc si jamais elle explose à son tour, donc on pourrait lire en pleine nuit. Si ça arrive la nuit, et on pourrait la voir en plein jour, si ça arrive le jour, à tel point qu'elle est brillante comme ça, éblouissante. Et donc ça fait 4 siècles qu'on n'a pas observé de supernova dans la Voie lactée. Jusqu'à présent, ça c'est toujours dans des galaxies voisines. Donc là, ça fait 4 siècles que c'est pas arrivé. Donc il se pourrait que cette étoile, Eta Carina, explose à son tour. Et donc on assisterait à un phénomène absolument miraculeux que personne n'a vu depuis au moins 4 siècles. Voilà. Alors, les hôpitaux, un hôpital pour être précis hollandais, est en train de supplier les gens d'arrêter de donner leur corps à la science, puisqu'il y en a trop. Alors c'est pas trop ce qui se passe, apparemment les obsèques deviennent de plus en plus chères, les gens n'ont plus de convictions religieuses, donc ils donnent en masse leur corps à la science. Et donc l'université en Hollande, je précise. Oui, l'université médicale de Leiden dit qu'elle ne prendra plus de corps, il y en a trop, parce qu'en fait ils ont suffisamment d'espace pour une centaine de corps pour les classes d'anatomie, mais donc là ils en ont plus de 160 actuellement, donc ça commence à s'entasser, et apparemment ça continue à arriver, donc ils disent aux gens arrêtez, ne faites plus ça, ne donnez plus votre corps à la science. Et donc là l'année dernière on sait qu'il y a 1000 personnes qui ont décidé de donner leur corps à la science, donc dans leur testament. Et voilà, c'est quand même fou, j'aurais pas pensé que le phénomène puisse être aussi important que ça. Donc ils arrivent plus à le maîtriser. Et pour terminer, la dernière histoire de la semaine, c'est une histoire qui est digne des Monty Python, puisque c'est une attaque de lapins enragés qui s'est passée dans la ville autrichienne de Linz. Donc un lapin probablement enragé, on n'en est pas sûr, c'est peut-être un lapin énervé, donc qui a attaqué un couple carrément. Donc une vieille femme de 74 ans et son mari de 78 ans. Donc l'animal s'est littéralement projeté sur la femme alors qu'elle était en train d'étendre son linge dans le jardin. Donc il lui a mordu le pied, elle est tombée par terre, et puis bon, elle s'est relevée, elle est rentrée dans sa maison. Là, le mari a appelé la police. Faut le faire, ça doit pas arriver tous les jours. La police est arrivée, et quand elle est arrivée, elle a surpris l'homme en train de lutter littéralement avec le lapin pour qu'il parte. Et l'animal a été exécuté quand il a essayé d'attaquer un des policiers. Donc il s'est jeté sur la police. Donc voilà, il est mort, et là on ne sait pas encore s'il est enragé ou pas. En tout cas, oui, voilà, ça n'arrive pas tous les jours. Non. A priori, le lapin est un animal assez pacifique, mais bon, quand il a les nerfs, le lapin. Il faut pas le chercher. Il faut pas le faire chier. Voilà, tout de suite après, sur Rage, c'est un zoom sur la scène underground actuelle, qui sera suivie de bruit de scène, l'émission des morceaux en live. Passez une bonne soirée sur Rage, bye bye. Bonsoir.